8h, 11h. 8h, 11h. Mieux vaut le savoir avec Federica. 10h04 sur l'antenne de la première et certainement chez vous également, en voiture ou à l'atelier, ou dans le jardin sur la petite radio sur votre téléphone. On va aller jusqu'à 11h ce matin. Autre sujet, on va recevoir l'ADEME, Martine Lheureux. Nous allons parler alimentation durable. C'est un concept qui a du sens pour certains et pas du tout pour d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Martinique? Quels sont nos enjeux? Quels sont les enjeux quand on parle d'alimentation durable? Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça va changer? C'est ce que nous verrons avec nos invités et puis surtout avec vous. C'est nous les premiers consommateurs. À tout à l'heure au 63 23 23.
9h, 11h, MVLS. h 11 sur l'antenne et ça y est, on est dans notre troisième heure de MVLS, ça nous fait 8h, 11h, c'est comme ça. Et on est par contre le premier mardi du mois, c'est le jour où nous recevons l'ADEME. C'est sous la table. Sous la table. Désolé, on n'est pas complètement équipé. Sous la table, il y a un petit carré métallique et normalement, voilà. On est ensemble jusqu'à 11h, voilà, et le premier mardi du mois, c'est l'ADEME, notre invité, l'ADEME donc en studio pour donc des thématiques autour de la transition énergétique, transition écologique, l'environnement, surtout autour des dispositifs et des actions, des missions de l'ADEME. Et ce matin, on va parler d'alimentation durable. Nous avons donc nos invités, Martine Leroux qui est toujours donc avec nous. Martine Leroux, cette fois-ci pas en studio, non, mais est avec nous par téléphone. Elle va pouvoir intervenir sur cette thématique. J'ai un petit trou de mémoire, mais ça m'arrive quand même des femmes. Oh là là, c'est la fin de l'année, on dit, quand ça arrive. Résilience, tu sais pourquoi? Bonjour Martine. Bonjour Federica, bonjour à tout le monde et très contente d'être avec vous. C'est Stratégie Résilience qui nous accompagne. Voilà. Stratégie Résilience. Eh bien Martine, je vous présente nos invités en studio. Myriam Retour qui est à mes côtés à gauche. Bonjour Myriam. Bonjour à tous. Bonjour Martine. Merci d'être avec nous. Elle représente l'association Le Réveil Agricole, présidée par Charles, qui est pas président, excusez-moi, mais qui est un membre qui est présenté, je voulais dire ce matin, surtout présenté par Charles Erepmoc, qui est avec nous en studio. Bonjour Monsieur Erepmoc. Bonjour Frédérica. Rapprochez-vous un tout petit peu du micro. Bonjour Martine, bonjour à tous les auditeurs. Merci de nous avoir invités. Merci d'être avec nous. Ils vont nous présenter ce matin tous les deux cette association Le Réveil Agricole et ses intentions sur le territoire et compétences autour de ce sujet, l'alimentation durable en Martinique. Et c'est Charlotte Gully, ingénieure agronome, qui est avec nous, venue depuis l'ADEME. Bonjour. Bonjour Federica, bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, on est au complet. Il ne nous manque plus que nos auditeurs. 63 23 23, vous êtes les consommateurs, mais aussi les acteurs, on va dire ici, du bien-être et du bien-vivre en Martinique. Et on va voir ce que vous en pensez, vos idées, vos suggestions, vos témoignages et votre expérience autour de ce sujet, alimentation durable. De quoi parle-t-on déjà, Charlotte ? Alors pour introduire le sujet, l'alimentation durable, c'est une alimentation qui préserve l'environnement, qui préserve aussi la santé et puis qui assure un revenu digne aux agriculteurs. Voilà, très, très rapidement. Et puis, on va avoir le temps de rentrer dans le sujet. Vous pouvez y aller, on ne va pas y revenir. On accouche là tout de suite. À 11h, il faut que le bébé soit plié, parti et rentré à l'école chez sa maman. Ça fait pas beaucoup de temps. Alors, les grands enjeux de l'alimentation durable en Martinique, c'est vraiment... Pourquoi Alors, on a dit ce que c'est, vous nous avez dit, c'est consommer, manger, évidemment, puisqu'on parle d'alimentation. Et j'imagine que les gens commencent à s'habituer avec ce terme. Quand on dit durable, c'est qu'on va forcément essayer d'être dans une activité qui aura le moins d'impact possible sur la vie sur Terre. Donc, nature, nous, etc. Mais pourtant, manger, on se dit non, manger, c'est vital. C'est essentiel, donc au détriment de tout, il nous faut quand même manger si on n'est plus là.
Bah oui, bien sûr. Alors ça, je le remets pas en question, ça, il y a pas de souci. Là, c'est aujourd'hui, on voulait parler rentrer un petit peu plus dans les détails de l'impact de l'alimentation sur l'environnement. Moi, je pense que je vais assez vite passer le micro, la parole à Martine sur ce sujet-là, puisqu'on sait que la production agricole, l'alimentation paye un lourd tribut au changement climatique. Et Martine, je te laisse un petit peu présenter ces aspects-là, l'impact de l'alimentation sur le climat. Non, je suis encore sur le rôle de l'ADEME avant de Pardon, lui ouais, mince, ouais, Federica, parce qu'elle va on prendre. ne s'est pas briefé avant. Non, mais non, déjà l'ADEME. Alors l'ADEME, comment l'ADEME? Alors l'ADEME, Pour vous, l'ADEME, hein, vous êtes ingénieur agronome, mhm. forcément vous produisez des informations, voilà, Donc vous êtes un peu l'ADEME, central pour eux tous. D'abord ces associations, ces producteurs, ces acteurs. donc notre rôle sur l'alimentation durable, c'est en effet de produire de l'information sur le territoire. Donc on a notamment publié il y a 2 ans une grosse étude sur l'impact environnemental de l'alimentation dans les DROM, donc que vous pouvez trouver en ligne, hein, et qui fait le tour de voilà tous les différents types d'impacts qu'on peut trouver, le contenu de notre assiette. Qu'est-ce qu'on mange en Martinique? D'où ça vient? Où est-ce que c'est produit? Et comment ça se traduit en termes d'impact environnemental? Et ensuite, au-delà de la production d'études, de données, on accompagne aussi les acteurs du territoire, donc par le biais de subventions, d'appels à projets. Et chaque année, avec nos partenaires, donc la CTM, l'ARS, la DETS, la DAF, on lance des appels à projets sur différentes thématiques d'alimentation durable. Donc il y a 2 ans, c'était sur l'équilibre de l'assiette, comment notamment manger moins de viande en Martinique. Cette année, c'était sur la précarité alimentaire, comment mieux se nourrir, comment mieux nourrir les plus précaires en Martinique. Et c'est pour ça qu'on est accompagné du réveil agricole aujourd'hui. Donc voilà, production d'informations, communication et puis soutien aux projets sur le territoire. Et donc, tous, hein, les associations, les acteurs, mais aussi nous, consommateurs, on peut avoir accès à certaines de ces informations, certaines de ces ressources. Vous l'avez dit rapidement, mais tout le monde n'est pas très à l'aise. Vous pouvez dire, tiens, je vais sur le net, je vais trouver. Mais Oui, alors on publie toutes nos études sur un site qui s'appelle la librairie ADEME. Et il y a une synthèse en 4 pages qui est vraiment très accessible avec plein d'infographies. Donc si vous cherchez des informations sur ces aspects d'alimentation durable, sur d'où vient ce qu'on mange, quel poids carbone ça pèse, vous trouverez tout en ligne. Les chiffres sur le gaspillage alimentaire aussi. Voilà. alors, il y a encore d'autres choses à dire. Martine L'Heureux, elle nous parlait de l'impact, notre alimentation finalement a un impact sur notre environnement. Ça veut dire que ça a un effet. Ça veut dire que ça a un effet, souvent quand on parle d'impact, malheureusement dans ces cas-là, négatif, hein, plus que positif. Oui, c'est sûr. En fait, notre alimentation, notre manière de manger, principalement déjà, on mange de manière agro-industrielle. C'est-à-dire qu'on fait fonctionner tout ce qui est agro-industrie, donc tout ce qu'on trouve dans les hypermarchés. C'est quand même largement et principalement ce qu'on consomme, que ce soit en Martinique ou dans d'autres pays d'ailleurs. Cet agroalimentaire est problématique pour plein de choses. La manière dont elle est faite actuellement. Déjà, effectivement, comme tu l'as dit, l'impact sur le climat est très fort parce qu'en fait, l'agriculture et les intrants notamment utilisés par l'agriculture, donc par exemple les engrais de synthèse, ils dégagent une sorte de gaz à effet de serre qui est 300 fois plus réchauffant que le CO2 par exemple, qui s'appelle le protoxyde d'azote et qui vient aggraver le réchauffement. Mais aussi sont fléchés de manière très forte. Tu sais, Federica, j'aime bien raisonner en grande masse. En très grande masse, ce qui fait aussi beaucoup de mal, c'est l'élevage industriel. Donc la manière dont on va détruire les forêts pour les remplacer au fur et à mesure par des pâturages et de l'élevage de bovins notamment, et qui est pourvoyeur d'un autre gaz à effet de serre qui s'appelle le méthane et qui est en très très grande quantité dans notre atmosphère et qui est lui 30 fois plus réchauffant que le CO2. Donc ça veut dire que sa participation au changement climatique est 30 fois plus réchauffante que le CO2. Il y a également le riz qui est mangé en très 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 grande quantité, hein, et chez nous aussi, hein, on n'y coupe pas, qui est réalisé, tu sais, sous l'eau.
Vous avez sous l'eau, donc sous l'eau, en fait, pareil, ça fait un process qui dégage beaucoup de méthane. Et ce méthane, encore, vient aggraver les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est comme si on mettait une couverture au-dessus de notre tête. Et à chaque fois qu'on l'aggrave, on vient amplifier deux énormes phénomènes. Le premier phénomène, c'est la chaleur. Donc, on a de plus en plus chaud. Et le deuxième phénomène, c'est la perturbation du cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'on a à la fois des pluies très, 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 très fortes et puis des périodes, comme l'eau est en cycle, des périodes de sécheresse intense, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien chez nous. Donc, tu vois, là, c'est l'impact direct de notre manière de réaliser et notre manière de manger au quotidien. Voilà ce qu'elle provoque. Mais il n'y a pas que ça, en fait, parce que tu sais, dans les choses, il y a toujours plein de facettes. Et il faut voir toutes les facettes. Ça a aussi un impact sur ce que l'on produit. Et en fait, nos agriculteurs peinent énormément en Martinique et ailleurs. Les récoltes s'effondrent régulièrement parce que c'est de plus en plus dur de faire pousser au vu des conditions climatiques. Les tomates, qui n'a pas dit que les tomates sont hyper chères en Martinique. 8 € des fois en ce moment, 7,80 €, c'est ça, parce qu'on peut le dire, mais vous avez dit oui. 8 € le kilo. Exactement, mais pour faire pousser ça, sans produit, mais même avec produit d'ailleurs, il faut que l'agriculteur se lève tôt le matin et qu'il trime, parce que franchement, c'est vraiment de plus en plus dur de les faire sortir de terre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les dachines, il y a les ignames, il y a eu plein les ignames surtout qui ont plus de temps à produire. Il y a plein de productions en fait qui mettent 3 mois de plus, les ignames. 3 mois de plus à l'agriculture. Et en fait, quand on les sort, on n'est même pas sûr qu'ils sortent intacts comme avant. Donc voilà, c'est plein d'éléments aussi qui font que ça a un impact sur notre... à la fois, tu vois, la manière dont on mange impacte l'agriculture, mais l'agriculture est impactée par cela. Alors, comment faire Forcément, ce sont des questions après ce bilan posé par Martine L'Heureux. Comment faire face à ces réalités? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme astuce, voire même comme projet à proposer déjà à nos producteurs pour protéger cet environnement, mais continuer aussi à alimenter suffisamment la population? Alors moi, je veux parler plutôt côté consommateur, parce que Martine a insisté dessus. Voilà, l'élevage a vraiment un lourd impact. C'est vrai que s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de producteur. S'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vendeur. Exactement. Alors, on va prendre la stratégie, on a changé. Parce qu'avant, l'autre stratégie, c'est déjà ça. Déjà, on est déjà dans la transition. Avant, c'était l'inverse. On produisait et puis on cherchait les consommateurs. On faisait tout pour nous attirer vers des produits même que nous ne connaissions pas ou qu'on n'avait pas vu de consommer. Maintenant, la donne change, d'abord. Oui, c'est ça. Il faut peut-être aussi jouer du côté de la consommation pour montrer qu'on veut faire évoluer les choses, qu'on veut faire évoluer notre assiette et qu'on veut au contraire moins de produits transformés, plus de produits frais. Et donc, si on se penche sur les impacts de l'élevage, on mange trop de viande en Martinique, on mange trop de viande en France, quasiment 2 fois plus que la moyenne mondiale. On mange en moyenne quasiment 1 kilo de viande par semaine. Et ça paraît normal. Ça vous paraît normal? Moi, non, mais c'est ça. Non, mais parce que quand je vais partir sur mon petit 100 grammes, pas plus, 300 grammes, 400 grammes pour beaucoup de personnes, c'est normal. Alors, et si tu multiplies ça par le nombre de jours, parce que quand on leur dit ça juste, il faut quand même qu'ils le touche, tu vois, le voit. Si tu multiplies par le nombre, tu dis 300 grammes, ne serait-ce 300 grammes par jour, ils disent, il y a le gras, je le mange la peau, c'est tout ça. Tu multiplies ça par 6 jours, ne serait-ce. Non, mais alors, ça te fait déjà 2 kilos. Je veux pas te... il y en a, ils se rendent même pas compte qu'ils consomment cette quantité. Mais souvent, c'est des petites choses, la charcuterie. Oui, c'est ça, mais on voit, mais ça, c'est les autres encore, mais je parle même déjà. Mais on voit le plaisir dans l'assiette et on voit le besoin de se remplir. Mais on voit pas, on calcule pas, on voit pas notre assiette en poids, l'assiette, le sandwich, l'apéritif avant, ce que vous alliez dire. On voit pas, c'est ça, Myriam. Moi, c'est mon truc, c'est pas la viande, c'est le sucre, par exemple, c'est les gâteaux. Je veux voir la preuve. Voilà. Mais si je fais le compte, effectivement, là, j'ai peur, quoi. Alors, c'est vrai, moi, je suis entourée de mangeurs de viande aujourd'hui, je le vois. Alors, je le vois à vos regards. Mais alors, donc, en fait, il n'y a pas que l'ADEME, il n'y a pas que Martine qui le dit, il y a aussi la santé. Et en fait,
que ça soit du point de vue environnemental ou du point de vue de la santé, on mange vraiment trop de viande. Ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Enfin, des nutritionnistes pourraient vous l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais réduire la consommation de viande, c'est vraiment bon pour l'environnement et bon pour la santé. Et en fait, 1 kilo par semaine en Martinique. L'idée, c'est que on va pas vider votre assiette, c'est qu'on va plutôt la remplir avec plus de fruits, plus de légumes, plus de légumineuses, protéines végétales en fait. Et ce qu'on veut, c'est changer de regard sur les protéines. C'est-à-dire que les protéines, c'est pas que la viande. En fait, il y a plein de protéines dans plein d'autres aliments. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver progressivement à changer un petit peu. Alors peut-être... Petit exemple comme ça, vite fait. Alors les lentilles, par exemple. Les lentilles, les pois d'Angole. Pas d'Angole. Voilà. Vas-y, Elle est par Martine. téléphone, c'est beaucoup moins agréable. C'est pour ça, c'est parce que la liaison n'est pas... Voilà, Allez-y, les puisque vous lentilles, pouvez pois le dire quand d'Angole, même. haricots, Les œufs. Voilà. Bon, Ensuite, de la on peut viande, mettre poisson. un peu plus de poisson, un peu moins de viande. Enfin voilà, il y a quand même. Alors il y a ensuite tous les substituts qui sont pas forcément, qui peuvent être ultra transformés. Je pense au soja, tofu, etc. Alors qui vont être un peu moins bien du point de vue environnemental. Mais on a en fait dans la nourriture créole, dans les plats créoles traditionnels, on a beaucoup de protéines végétales finalement. Mais c'est juste qu'on ne peut pas s'empêcher de mettre un petit bout de cochon avec. Voilà. En fait, c'est normal. il faut arriver à... Le goût. Non, mais normal. c'est normal. Comme il je dit me ça. disais tout à Et l'heure, avec les épices. Charlotte me disait, tu vas prendre du riz, des haricots rouges, mais il ne faut pas que tu mettes de la viande en plus. Je dis, ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais il suffit de bien assaisonner. Voilà, c'est les épices. Le rôle des épices, l'assaisonnement. Voilà, Il faut assaisonner un plat de En viande. fait, parce qu'on un a bien plat compris que la viande, on en a besoin pour le goût. On s'est habitué à ce Oui. goût-là. C'est culturel. Voilà, et même voilà, c'est le goût, c'est la bouche, et il y a le goût, ce petit goût en plus, ce petit goût fumé, ce petit goût Le cramé, petit ce goût de petit goût fumée, épicé, on ce peut le petit goût refaire. salé, ce petit goût ceci, c'est la viande. Et puis il y a aussi le petit côté mâché, hein, la texture qui est différente. Donc c'est vrai que quand on commence à comprendre ces trucs-là, on peut réduire parce qu'on se dit, mais finalement, mon cerveau, et lui, il a besoin de ça. Mais voilà, si j'ai compris comment il fonctionne, bah, je lui donne du craquant et ce sera pas forcément de la viande. Je lui donnerai du goût et du sel et ce sera pas forcément de la viande. Mais je vais pas. Si tu dis aux gens juste tu sales ou tu mets des épices, pouf, et il va leur dire, mais qui épice ou aimer? Quand on aime la viande, d'ailleurs, c'est du Colombo. Ben, je vous laisse. Voilà, c'est-à-dire Charles et Myriam, je vous laisse. c'est-à-dire que c'est vrai qu'on consomme beaucoup de viande. C'est vrai qu'on consomme beaucoup de viande et c'est vrai que Charlotte a parfaitement raison qu'il faut qu'on arrive Faut réduire. réduire Et remplacer. voilà, et remplacer. Et c'est vrai que c'est pas bon pour la santé déjà. C'est pas bon pour la santé. Et donc, on a d'autres possibilités, surtout en mélangeant les repas avec de la salade, des produits végétaux. On peut arriver à quelque chose d'intéressant. Myriam, allez-y. Hein. Voilà, donc moi je confirme, hein, on peut arriver à des plats tout aussi succulents en faisant les mélanges et puis en agrémentant comme elle disait, avec des épices, avec d'autres saveurs, un peu de miel, un peu de... Voilà. Ça, c'est ce que j'ai déjà expérimenté et je suis entièrement d'accord avec le fait qu'il propose dans les écoles le fameux plat végétarien par semaine. Et ça, c'est de plus en plus. Et je pense que ça aussi, c'est habituer le palais des enfants à d'autres goûts. Voilà, il n'y a pas de viande, mais il y a du goût. Donc, on mange ou on ne mange pas. Mais il faut au moins goûter, il faut essayer. Et ça passe par ça. Et si je peux rebondir sur le repas végétarien à la cantine, justement dans l'appel à projet dont je parlais précédemment, on a soutenu des projets auprès d'associations comme l'IREPS ou le Carbet des Sciences pour améliorer, on va dire, l'acceptation du repas végétarien à la cantine, parce qu'au début, il faut être bien clair, c'était pas facile et même ça l'est pas encore. Même les parents. Hein, voilà, et souvent les parents plus c'est les que premiers. les enfants qui appellent pour se plaindre parce qu'il n'y a pas de viande dans le plat, mais en fait, il y a tout un travail qui a été fait avec des chefs, avec des élèves aussi pour goûter des plats et aboutir à, par exemple, un livret de recettes de cuisine pour les cantines scolaires. Donc ça, c'est l'IREPS qui a fait ça. Le Carbet des Sciences a aussi des super animations pour les scolaires pour montrer un petit peu à quoi est équivalent un steak en protéines végétales et sensibiliser progressivement les jeunes générations à se passer de ce fameux petit goût qui vous manquerait dans les plats. Voilà. Et puis l'exemple du pois rouge riz. On est aussi dans les problématiques de la vie chère. Ouais. Et dans les problématiques de la vie chère, vraiment, on voit que lorsqu'on végétalise,
on a quand même plein de plantes chez nous qui poussent et qui sont protéinées. Ce sont des protéines végétales. Il y a le moringa, mais il y en a plein d'autres. Et qui poussent facilement, que l'on peut adjoindre facilement au quotidien dans nos plats. Et qui, franchement, ça coûte moins cher que toute la viande. Donc, ça, c'est aussi intéressant pour la santé et pour le porte-monnaie, des fois, de mieux manger. Ça c'est ses intérêts aussi un peu partout. De changer, voilà, nos habitudes. 10h30 minutes. 63 23 23. Mieux vaut le savoir. Et si vous aussi, nos auditeurs, vous êtes déjà conscients, sensibilisés par ce sujet, l'alimentation durable, vous avez compris que notre façon de consommer, de manger, de nous alimenter, de restaurer aussi, parce que nous sommes les mangeurs, mais il y a ceux qui préparent et qui nous proposent, voilà, de quoi nous alimenter, de quoi nous nourrir. Si vous avez compris déjà, eh bien que cette activité vitale a un impact sur notre environnement, c'est-à-dire un impact, je répète encore, néfaste, avec... D'ailleurs, si quelqu'un peut nous rappeler, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure de cet impact, on peut rappeler, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant à l'antenne, quel est cet impact sur l'environnement, sur la Terre, Charlotte? Alors, l'impact sur l'environnement, ça va être l'impact sur le climat via les émissions de gaz à effet de serre dont on parlait Martine. Donc, réchauffement, Voilà, ce qu'on réchauffement climatique. changement des saisons. C'est ça. Ensuite, ça va être aussi l'impact sur la consommation d'eau. Et là aussi, avec le changement climatique, on voit que pendant le carême, on a vraiment besoin d'eau en Martinique. Il va y avoir l'impact sur la biodiversité. Donc ça, je ne vais pas le rappeler, chute drastique de biodiversité. Mais là aussi, on a des évolutions dans les pratiques agricoles qui permettent d'améliorer ça. Par exemple, redévelopper des haies chez les agriculteurs. On a un super projet mené en Martinique par l'Association française d'agroforesterie qu'on soutient là-dessus auprès des agriculteurs. Donc la biodiversité, les sols, l'épuisement des sols en fait. Là aussi, c'est pas une fatalité. On a en Martinique une grosse production de compost. On a plusieurs plateformes de production de compost. Et si les agriculteurs utilisent des pratiques un peu plus agroécologiques, on a aussi moyen de moins faire de dommages au sol. Donc voilà, il y a un panel très large d'impact de l'agriculture et de l'alimentation. Oui, Charles. Je crois très sincèrement que les agriculteurs sont rentrés dans une démarche agroécologique et commencent à prendre conscience que l'effet des engrais et les effets de serre, etc., ça commence à rentrer chez les nouveaux installés. Des personnes veulent toujours s'installer en respectant, soit ils deviennent agriculteurs bio, ou en respectant certains critères agroécologiques, etc. Et donc, on a une prise de conscience des nouvelles personnes qui veulent rentrer en agriculture. Et donc, ça, c'est quelque chose les gens sont conscients. C'est bien pour nous. Ouais. Oui, c'est bien pour nous. C'est bien pour nous. Ce matin, on a eu un exemple avec un auditeur qui nous a appelé précédemment. Il disait qu'il utilisait un certain produit, un désherbant, et il était là tout malheureux en disant que je l'ai payé, je l'ai dilué, ça n'a pas tué l'herbe, je l'ai mis pur, ça n'a pas tué l'herbe. En tant que consommateur, il allait donc se plaindre auprès du commerçant de la qualité, de l'efficacité de son produit. Et puis après, il y a un autre auditeur qui a appelé, puis qui a dit, vous savez, aujourd'hui, vous avez peut-être que les avez entendus, que les phytosanitaires, là, les entrants, là, les trucs chimiques, c'est interdit, c'est maintenant interdit, exactement. Et qu'on trouve sur le marché des désherbants bio. Et ces désherbants bio n'ont pas... Alors, il dit ça marche pas. Mais bon, en tout cas, on va dire, ils n'ont pas la même efficacité. Ils n'ont peut-être pas les mêmes délais non plus d'action, de réaction, d'effet, etc. Mais c'était marrant d'entendre ce matin, sur ce sujet-là, il y avait les deux. Et l'autre, il disait, mais attention, c'est interdit. Mais le bio, le truc, c'est que les produits, ça marche pas. Maintenant, il y a d'autres techniques aussi qui peuvent être manuelles, mécaniques, qui peuvent être autres. Mettre du broyage. Et il y a quelqu'un d'autre encore qui a appelé et qui a dit, oui, mais tu sais, tu vas encore acheter des produits bio qui fonctionnent peut-être pas, mais il y a les techniques naturelles, de grand-mère, de grand-père, anciennes, etc. Et vous allez peut-être les rappeler, comme ça tous les planteurs profiteront. Il y a premièrement débroussailler normalement avec ça. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, avec la machine, avec les mains, avec le mouton, avec le cabri, avec tout ça. Ensuite, il y a aussi de la couverture, il y a le paillage avec une couverture plastique biodégradable, parce que ça existe aussi. Carton,
plastique, etc., biodégradable. feuilles, écorce. Et donc, on a toute cette partie-là, et de plus en plus d'agriculteurs utilisent ces méthodes-là. Et donc, on a très peu d'agriculteurs qui vont vers des pesticides, vers des fongicides, etc. Donc, ça commence à diminuer au niveau de l'agriculture martiniquaise. Et Myriam? Alors moi, j'allais dire que au niveau des particuliers aussi, les pratiques commencent à changer. Les gens prennent conscience qu'on peut utiliser ce qu'on a dans le jardin, donc passer la débroussailleuse, utiliser l'herbe comme paillage pour les arbres, comme il disait, utiliser les cartons pour les potagers, aussi les restes, donc faire du compostage. Même son compost, oui. Voilà, avec ou sans compost, mais en fait, procéder différemment pour avoir quelque chose de plus naturel, de plus vrai. Voilà, c'est ça. Et ne plus utiliser de produits chimiques pour pouvoir faire pousser, etc. Et donc, comprendre un peu le processus de la terre, comprendre comment ça se dégrade, comment ça vient, et puis le temps que ça va mettre, etc. Et puis voir pousser quelque chose de beaucoup plus solide. Elle parlait tout à l'heure des tomates. Quand on les fait avec ce procédé de carton, de compost, etc., on a moins, en fonction des secteurs aussi, on a moins d'attaques de charançons, etc. Et puis, on a de vraies tomates de notre jardin. De belles tomates qui sentent bon et qui ont un bon goût, Martine. Avec un goût, voilà. Ouais. Si je peux rajouter quelque chose, donc c'est vrai que les pratiques évoluent. Voilà. L'engrais, ça reste quand même comment dire, quand on regarde les chiffres de la douane en masse, c'est le cinquième élément qui rentre le plus en Martinique. Donc sur l'année 2023, c'est énorme, 16 946 tonnes d'engrais minéraux ou chimiques azotés qui sont rentrés, donc c'est énorme. Effectivement, comme on l'a dit, derrière c'est une pollution des sols. Et c'est quelque chose de très difficile pour la résilience derrière, parce que plus on abîme nos sols, et plus c'est difficile. Vous savez, Federica, il faut quelques minutes pour abîmer un sol. Par contre, il faut 100 à 400 ans pour le faire. Donc, pour le refaire, pour le refaire, Donc, pour le faire ou le refaire. Donc, vraiment, il faut qu'on se préoccupe du fait que c'est tellement précieux ce qu'on a. Donc, on a rappelé la participation au dérèglement climatique. Elle a justement dit avec la biodiversité et l'eau. J'aime bien parler des limites planétaires quand je viens dans cette émission. Il y en a 9. Parmi les 9 limites planétaires, il y en a 7 que l'on a déjà dépassées. Et l'agriculture pourvoit très largement aux 7 limites planétaires déjà dépassées. L'agriculture agro-industrielle. Donc vraiment, c'est vraiment un modèle qui ne nous rend pas résilients, qui rend en mauvaise santé nos sols, qui rend en mauvaise santé notre eau, tout le vivant. Et comme ça a été dit là, il y a quand même des éléments qui nous permettent de sortir de ça. Et on voit que quand on sort de ça, les agriculteurs, ils arrivent à produire en agroécologie, ils arrivent à sortir quand même du rendement, du volume et à nourrir des personnes. En effet, là, tu parlais de l'import d'engrais chimiques, mais par exemple, l'ADEME a soutenu récemment, et c'est enfin sorti de terre, l'extension de la plateforme de compostage Oldex au François. Et on aura 20 000 tonnes de compost qui va sortir de cette plateforme et qui pourra enrichir les sols martiniquais. Et là, c'est une production locale pour l'agriculture locale et qui est bénéfique derrière à tout un chacun. Un compost qu'on peut utiliser yeux fermés, composition tracée? Tout à fait, à partir de déchets agricoles locaux. Il y a des analyses chlordécone, il y a des analyses pesticides, etc. Et donc c'est un produit sain qui peut être utilisé par tout un chacun, par le particulier comme pour les agriculteurs. Charles? Donc ce que je dirais aussi, c'est que les agriculteurs au départ ont fait beaucoup d'efforts sur la partie pesticides, etc. Et qu'aujourd'hui, il y a encore des efforts à faire sur la partie utilisation d'engrais. Mais pour diminuer cette utilisation d'engrais, il faudrait qu'on ait des plateformes comme Oldex et qu'on ait un certain nombre de choses pour permettre aux agriculteurs de trouver du compost à droite, à gauche et pouvoir aussi faire des formations sur le compost et les aider à régler ce problème-là. C'est un vœu pieux ou c'est un vœu réalisable? Je pense que c'est un vœu réalisable parce qu'on est dans une... tout le monde voit comment que les choses se passent. Les agriculteurs, tout à l'heure, Frédérica, tu disais, il y a de moins en moins de dachines. Les dachines ont du mal à sortir, mais c'est une réalité. Les ignames ne sortent plus.
L'oignon Donc, pays, qui l'oignon oui. pays, nous bannis. Donc voilà. Donc, Imagine. donc on est en train de se rendre compte Les que oranges, les mandarines, voilà, regardez, on est le 3 décembre. Est-ce que Oui. vous avez vu partout Non. Non, toute sur les qualité étalages, il y en avant, a pas. toutes qualités oranges. Oui. Tu avais les oranges à la mer, petites oranges douces, grosses oranges, Oui. orange grosse peau, petite peau, mandarine grosse, Ben, on est en train- petite, marron, Oui. cédra. Rien. Ah, ben, Alors, tu sais que la production mondiale des oranges s'est effondrée. comme quoi? C'est pas seulement chez nous, en fait. Ah hein. oui. Et si on regarde un tour d'horizon, par exemple, Et de ça joue sur la bourse. septembre-octobre 2024, on a effondré la récolte de blé. Mm. On a effondré les céréales. Mhm. On a effondré l'orange. On a effondré les noix. On a effondré toutes les productions d'agrumes. On a effondré le sel. On a effondré le miel. Bon. Tu vois, quand le on miel, fait un ouais. tour d'horizon, en Une fait, foresterie. on voit que partout, c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile de faire. On a effondré aussi les olives. Les personnes qui vont dire, les huiles d'olive ont encore augmenté. Oui, elles ont encore augmenté parce que les vergers n'ont pas porté, les oliviers n'ont pas porté. Vous voyez, donc derrière, en fait, je pense que là, et cette émission est vraiment très intéressante, je pense que pour l'agriculture, on devrait vraiment dupliquer quelque chose, et dupliquer quelque chose à hauteur de la Martinique pour expliquer au public ce qui pousse et ce qui pousse difficilement. Tu vois, pour ne pas qu'on se dise, l'agriculteur aussi, il se fait plein d'argent. Non, c'est pas vrai, quoi. Il faut vraiment mettre en avant les difficultés de l'agriculture, les difficultés pour faire sortir de terre, pour que nous, on accepte, citoyens, de payer vraiment le prix de ce qu'on mange pour rémunérer peut-être plus justement la personne qui produit derrière. Ouais, parce qu'on voit bien qu'il y a des pertes. Alors, c'est vrai que l'agriculture a un impact, c'est sûr, hein, sur notre environnement, avec des pratiques, on dira même agressives, hein, Ouais. en dehors du désherbant, du fongicide, peu importe, du pesticide, etc., de l'insecticide. La pratique même aussi, hein, les pratiques même sont agressives pour l'environnement. Et pourtant, on observe des pertes de tous bords. On observe des pertes chez l'agriculteur, chez le producteur. On observe des pertes chez même le revendeur, l'intermédiaire. Et on observe des pertes également chez nous, les consommateurs. Vous appelez ça, et on appelle tout ça, on connaît bien le mot, hein, Pillage. gaspillage. Alors, ouais. Charlotte. Moi, je voulais juste D'abord. rebondir sur ce que tu disais, Federica. En effet, alors l'ADEME, on a très récemment regardé le contenu de nos poubelles. On a fait une grande étude, oui, c'est un travail pas très ragoûtant, Pas on va dire ragoûtant ça. du Pas tout. ragoûtant du tout. Mais Donc, pendant il plusieurs y a le mérite semaines, d'avoir été fait pour ce qu'on va oui, savoir. voilà, donc pendant plusieurs semaines, il y a des personnes qui ont ouvert un échantillon de poubelle et qui ont regardé peser ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que un Martiniquais produit 25 kilos par an de gaspillage alimentaire. Donc on retrouve 25 kilos de denrées qui auraient pu être D'aliments, consommées. quoi. Voilà, Mhm. d'aliments qui auraient pu être consommés. Puisqu'on les retrouve encore entiers dans la poubelle. Et on retrouve même 9 kilos de produits qui sont encore emballés. C'est-à-dire qu'on est allé... Il y a un agriculteur qui a produit, le transformateur qui a transformé, emballé, ça a été transporté, mis au supermarché, on est venu les chercher et arrivé chez soi, on l'a oublié au fond du frigo et du coup on l'a jeté. Donc on parle de vie chère, on parle d'économie de ressources et là c'est quelque chose qui est vraiment directement à la poubelle tout à fait. et coûte derrière à traiter aussi, parce que la gestion des déchets c'est encore un autre sujet, mais ça coûte. Donc la lutte contre le gaspillage alimentaire c'est vraiment une priorité, hein, si on veut réduire les impacts sur l'environnement. Et c'est aussi pour ça qu'on a le réveil agricole avec nous aujourd'hui. Je vais laisser Donc, Charles parler. Oui, Myriam. donc c'est vrai que le réveil agricole, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas des ménages, on s'occupe des agriculteurs. Et c'est vrai que grâce à l'ADEME, c'est-à-dire avec tous les partenaires qui ont la CTM, tous les autres partenaires, on a pu mettre en place une étude qui a fait ressortir que les agriculteurs, sur l'année, avaient 2 tonnes de produits non commercialisables, mais consommables. 2 Donc, tonnes. 2 tonnes Alors, par ici en agriculteur. Martinique. Oui, Par agriculteur. Non. oui, par agriculteur. Par hectare. Oui, par hectare. Par oui, hectare. par hectare, en plus. Par C'est ouais. pas par hectare. En plus, hectare. donc s'il a 10 hectares, il a 20 tonnes. Ben voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est-à-dire que, fort de cette étude, on a sollicité l'ADEME et tous les autres partenaires. C'est vrai que je tire mon chapeau à l'ADEME sous ces trucs-là, parce que c'est vraiment, si on a continué le chemin, c'est vraiment grâce à eux. Donc, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, quand on a fait un bilan, aujourd'hui, on a récupéré 22 tonnes chez les agriculteurs.
22 tonnes qui a permis d'avoir 46 000 repas pour la banque alimentaire. Bravo. Et donc, c'est pas du gaspillage. C'est plus de la On a perte. récupéré chez les agriculteurs, on a porté à la banque alimentaire, qui l'a transféré aux différentes associations, qui ont redistribué à des populations démunies et qui n'ont pas accès aux produits frais. Bravo. Bravo, l'ADEME. Non, bravo le réveil agricole. Bah ouais. C'est un projet qui dure depuis plusieurs années. Donc, voilà. Et donc, les agriculteurs jouent le jeu, parce que c'est vrai que les agriculteurs, on n'a pas de place pour prendre tous les produits. Ah ouais, Et donc, carrément. oui, il y en a tellement que vous êtes victime de votre oui, succès. Oui, on n'a pas, parce que, premièrement, il faut les stocker. Premièrement, il faut les redistribuer, parce que les produits frais, la particularité, il faut les distribuer tout de suite. C'est ça. On parlait de donc, déchets, il ne faut pas que ça devienne un déchet, ça coûte. Il ne faut pas que ça devienne un déchet. Et c'est vrai qu'on est en partenariat avec la Banque alimentaire qui récupère tout ce que les agriculteurs, toute la partie logistique, on gère la partie logistique, on va chez les agriculteurs, on fait les pesées, les agriculteurs, on fait la pesée chez eux, on fait la pesée à la Banque alimentaire, parce qu'on veut être clair. Parce qu'on a mis dans cette organisation, il y a aussi donnant-donnant. Ouais. L'agriculteur nous donne ses produits. Nous, on demande à la Banque alimentaire de lui fournir une attestation fiscale qu'il a donné tant de produits. Ça fait une petite réduction. Et donc, ça fait une petite réduction pour lui. Nous, ça nous permet de donner aux personnes des produits frais. Ça nous permet de donner aux personnes des produits frais. Et ça, vous savez, il y a beaucoup de familles qui souffrent en Martinique et qui n'ont pas accès aux produits frais. Ouais. C'est bravo. En tout cas, c'est vrai que Myriam, là-dessus, c'est l'heure peut-être de communiquer sur votre action du réveil agricole de cette association. Ah oui, mais c'est Myriam le gros cœur, tu sais, Julia. Oui, c'est ça. Non, je fais le tampon entre les agriculteurs et la banque alimentaire. Donc, c'est vrai qu'il faut acheminer rapidement les produits. Donc, c'est bien de voir que les agriculteurs jouent le jeu. Toutes les semaines, on a des produits frais à disposition, mis à disposition. Donc, grâce à cette solidarité, les familles vivent. On réduit nos déchets, donc on réduit les pertes parce que si c'est pas composté, finalement ça participe aussi à l'effet de serre, etc., etc. Et elle parlait tout à l'heure du riz. Mais par exemple, ça leur permet de ne pas avoir que des pâtes et du riz ou des conserves à manger. Donc, et puis leur apprendre aussi à remanger des produits locaux, puisqu'en fait, comme ils étaient déjà éloignés de ça par rapport aux difficultés peut-être financières, ça leur permet d'avoir accès aux produits locaux. Ouais, parce qu'on ne cesse de dire que finalement manger frais et local en Martinique ça coûte beaucoup plus cher, que c'est pas accessible à tous et à toutes les familles que de manger du riz, des pâtes et de l'agro, comment on va dire, de l'agro-industrie, de l'alimentation de l'agro-industrie. 10h48, on a Juvénal Rémière qui souhaiterait intervenir, mais nous avons aussi des messages, on va les diffuser maintenant et je redonne la parole à tous et toutes. 8h, 11h. Mieux vaut le savoir. 10h49, on va au standard, on l'a dit. On va revenir sur votre action, sur le gaspillage, sur les conseils qu'on peut encore donner, parce que chacun on est acteur de ça, que ce soit les producteurs, ceux qui participent déjà avec ces dons qui vous font, c'est super, mais il y a aussi les autres. Il y a d'autres aussi, d'autres exemples. Il y a des petites applications qui se sont montées pour que les gens ils partagent leurs fruits, leurs légumes, etc. Donc vraiment, on continue dans ce sens-là. Juvénal Rémière, bonjour. Oui, bonjour, Frédérica. Je vous ai écouté religieusement, c'est vrai, on parle, mais les solutions ne sont pas au beau fixe. C'est vrai, on a parlé de dachine. Les dachines, c'est vrai, en ce moment, il y a une rareté de plantes de dachine. Il y a en ce moment un parasite qui abîme les dachines, l'escargot. Ça fait des années qu'on en parle et on ne voit rien venir. C'est vrai, on parle du cigale, on parle de pas mal de recherches. Mais parce que, attention, il faut qu'on parle aussi de la recherche. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé le remède pour éradiquer cet escargot. Moi, je vois, en tant que président de coopérative,
c'est vrai, on regarde de plus en plus, il y a de moins en moins de tomates, de moins en moins de cultures, mais que fait la recherche? Parce qu'il faut dire une chose, c'est que nous avions auparavant des plants qui étaient résistants. Et aujourd'hui, avec cette recherche, on amène les vrais plants que nous avions, on les met de côté et puis on prend tout ce qui est artificiel. On ne voit pas qu'on détruit les nôtres. Et nous avons aussi beaucoup de produits. Parce que des fois, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une volonté délibérée de faire les agriculteurs, enfin, la production agricole locale disparaître au profit de l'importation? Et beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur, on parle beaucoup de traçabilité, de sécurité alimentaire. Nous, ici, comme vous disiez tout à l'heure, nous avons des normes européennes pour traiter nos plants, mais on ne sait pas ce qui se passe avec les produits, puisqu'on parle beaucoup de chlordécone, on parle beaucoup d'autres choses. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette les moyens pour que nous puissions, parce que moi, je suis très inquiet de voir que demain matin, je ne sais pas si la Martinique pourra donner à manger à ses enfants. Parce que l'autre chose très importante, on entend souvent, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de terre. Et quand vous sortez de Saint-Joseph, en faisant par la CD15 du Nord, en arrivant au Marigot, vous aurez le tas d'hectares de terres qui sont vides. Et attention, ce sont des terres qui sont propres, exempts de chlordécone. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, messieurs et dames, vous avez la bonne volonté de nous instruire, mais il faut que derrière, il y ait de la finance pour nous inciter à redonner à manger sainement à la population. C'est ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez réagir à ça. Merci, Juvénal Rémire. Quelqu'un souhaite une petite réaction? Non, c'est vrai que Juvénal Rémire a raison. C'est-à-dire que quand on regarde, de toute façon, quand on regarde les terres de la Martinique, il y en a beaucoup qui sont boisées parce qu'il y a beaucoup de départs et puis il n'y a pas eu de remplacement des agriculteurs. Et c'est vrai qu'on est en train de souffrir de ce truc-là. Et comme il disait, il a parfaitement raison sur ça, c'est qu'on a vraiment de grosses difficultés de production. Oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'agriculteurs qui auraient pu nous donner, mais à chaque fois, on tombe sur des difficultés de production, donc ils n'ont même pas pour eux. Donc voilà. Oui, pas Martine, excusez-moi, Charlotte. Oui, Charlotte Guilly. Non, pour compléter, c'est vrai qu'on importe énormément de notre alimentation. Plus de 80% de notre alimentation est importée en Martinique. Et il y a un vrai enjeu sur la production locale, sur la résilience, sur l'adaptation au changement climatique. Et moi, je voulais ajouter qu'il y avait certaines collectivités qui prenaient ça à bras le corps au travers de ce qu'on appelle les projets alimentaires territoriaux. Il y a par exemple la commune du Prêcheur qui a fait son projet alimentaire territoriaux pour réfléchir à comment améliorer l'alimentation sur sa commune, comment mieux approvisionner les structures de restauration de collectif de sa commune avec ses agriculteurs. Il y a d'autres, il y a Ducos aussi qui a fait son projet alimentaire territoriaux pour relancer le marché de producteurs. Et là, actuellement, moi, je voulais ajouter qu'il y a l'Espace Sud qui est dans cette démarche-là, donc sur une échelle un peu plus large. Et ils sont actuellement en train de faire des réunions de concertation des habitants de l'Espace Sud. Il y en a eu plusieurs qui se sont tenues la semaine passée. Et là, il y en a une au marché couvert du bourg du Vauclin, samedi 7 décembre, dès 8h30. Donc demain, c'est ça, voilà. Demain dès 8h30, demain, pas du tout, samedi, excusez-moi, je suis complètement décalée. Samedi dès 8h30 au Vauclin pour échanger sur comment améliorer les choses à une échelle un peu plus locale et faire en gros créer des échanges entre les agriculteurs, ceux qui ont besoin de produits, le consommateur et améliorer vraiment les choses à l'échelle locale. Myriam, Martine, un petit mot. Alors, on a entendu... je me posais la question, et bon, vous y amenez cette notion, c'est soutenir l'alimentation, prendre conscience des notions d'alimentation durable ici en Martinique. Est-ce que ça va soutenir cette vision, cette tendance que nous devrions peut-être atteindre, l'autosuffisance alimentaire? Ah ben oui, alimentation durable. Là, on parle d'alimentation durable et au final, si on parle de tout ça et qu'on mange toujours, ou qu'on mange toujours mal ou qu'on importe toujours, on fait du blabla. Est-ce que le fait de pratiquer, d'exercer, de changer nos comportements, nos méthodes de production, de façon de consommer, etc., est-ce que ça nous aide, nous accompagne à aller vers cette autosuffisance alimentaire?
C'est-à-dire... C'est un premier pas. Ouais. Ah non, mais c'est peut-être pour Charlotte qui n'a pas compris la question. Non, tout à fait. Non, mais déjà, dès qu'on parle peut-être de lutte qu'il vous contre le laisse répondre. gaspillage, Voilà. déjà, rien qu'avec la lutte contre le gaspillage alimentaire, si on arrive à réduire ça, de facto, on augmente, Notre autosuffisance. on augmente notre autosuffisance. Ensuite, c'est en effet tout un champ de l'agriculture qu'il faut repenser, hein, l'agroécologie, développer la diversification. Donc là ça touche à pas mal d'acteurs du secteur du monde agricole. Ensuite, il ne faut pas diaboliser non plus l'importation. L'idée, c'est que si on regarde sur l'impact environnemental... Je ne vais pas pouvoir manger des huîtres si je ne les importe pas. Hein. Alors, si on regarde sur l'impact environnemental, les huîtres, par exemple, si elles sont importées par avion, là, non, le bilan explose, c'est pas bon. Mais par contre, si on regarde le bateau, je suis taquine. Finalement, l'import en bateau, c'est pas grand-chose en termes environnementaux. Et ce qui compte, c'est vraiment mieux manger. C'est ce qu'on met dans l'assiette. Donc, si on importe, je sais pas, des produits frais de l'Hexagone qu'on va cuisiner et manger ici, c'est quand même mieux que des produits ultra transformés. Voilà. Oui. Bon, mais si je peux planter des carottes, je peux faire encore. Et malheureusement, 80% de mes carottes sont importées. Mais, c'est vrai qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont conscients. Je pense que les élus aussi sont conscients qu'on est dans une démarche d'amélioration de la production sur le territoire. Et ils sont mais c'est vital, quoi. Voilà, les objectifs qui ont été visés, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et donc, je pense que là, maintenant, c'est toute une politique à mettre en place pour voir, comme disait Charlotte tout à l'heure, c'est-à-dire... On n'est pas obligé d'avoir un grand territoire qui pense tout. On a des zones, l'espace sud, on a des quartiers, on a des communes qui organisent l'agriculture du territoire. Et c'est ça aussi, le changement, et c'est peut-être ça qui nous ramènera à ce que nous savions faire avant, cette mosaïque, patchwork, d'avoir des grands ensembles, mais ce sont des petits. Oui, Martine, on t'entend. Oui, en fait, je pense aussi, pour rebondir sur ce que M. Rémy avait dit, que les salariés des agriculteurs et leur assurer un revenu est hyper important. Sur quelle forme, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui revient très souvent dans nos ateliers. Pour assurer l'autosuffisance alimentaire, il faut assurer un revenu décent et correct aux agriculteurs. Et pour ça, le public doit s'y mettre. Je voulais dire aussi, on n'en a pas parlé, mais bon, quand même, il y a une très grande part de monoculture. Et la monoculture, quel que soit l'endroit où elle est pratiquée, elle est fléchée par le GIEC, notamment, l'organisme sur le climat, comme étant extrêmement productrice à tous les mots, à la fois le climat et à la fois les limites planétaires. Et il y a quand même des expériences super positives qui arrivent qui sont là et qui sont depuis un moment sur notre territoire, avec tous ces jardins partagés, tous ces écolieux, toutes ces initiatives en fait où on produit et on vend en circuit court. Et d'ailleurs, le circuit court, tout à l'heure on a parlé de gaspillage alimentaire, le circuit court quand même empêche vraiment le gaspillage alimentaire, ce qui au final revient moins cher que d'aller tout le temps se nourrir en hypermarché, mais ça on pourra reprendre la discussion une autre fois, Federica. En tout cas, répliquer toutes ces initiatives de jardins partagés, de production courte par quartier en Martinique, ça nous rendrait très résilients. Et puis au final, il faut apprendre à manger ce qu'on produit. Et la période, là on arrive dans la période des fêtes, si on pouvait enlever ce qui est extrêmement destructeur ailleurs, comme par exemple le saumon, comme par exemple toutes les huîtres, on en a parlé, mais bon, et réapprendre à manger ce qui sort de chez nous, ce qui est produit par chez nous. On va connaître quelqu'un qui va peut-être tuer un cochon, on va connaître des personnes qui font du pois d'Angole, des personnes qui font de la groseille pays, etc. Donc allons vers ça, et déjà notre empreinte sur la fin de l'année sera vraiment meilleure. Merci Martine. Martine Leroux qu'on va retrouver toujours dans ce rendez-vous, premier mardi du mois avec l'ADEME. Merci à vous Charlotte Gully également. Merci. Sur d'autres thématiques certainement. Merci à vous Charles Rekmok. On ne donne pas le numéro de l'association, vous êtes débordés. Il n'y a pas besoin d'avoir de nouveaux producteurs avec vous. 06. Merci Oui, alors 06 96 18 16 40. On continue à prendre des dons, on continue à prendre des denrées, donc voilà.
Merci à vous trois d'être venus. Merci à Merci Martine beaucoup, Lheureux. Merci à Frédéric. Juvénal Rémien d'avoir participé. Un petit coucou à Constant qui est avec nous, mais bon, c'est trop tard, Constant. On ne pourra pas te faire intervenir. Merci à Maëva